Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, on fait la vidéo retour avec Juzar. Il y a 2 semaines, on avait fait une vidéo ensemble sur sa chaîne pour découvrir GPT-5 au moment de sa sortie. Donc c'était un petit peu nos réactions à chaud. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne de Juzar, n'hésitez pas. Mais cette semaine, on essaye de regarder un petit peu 2 semaines après la sortie de GPT-5, où ça en est, quelles est un petit peu les capacités de ce modèle. Donc on va regarder un petit peu tout ça cette semaine. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Tsunamia et comme promis, on avait dit qu'on se referait une petite vidéo retour avec Juzar. Ça fait 2 semaines maintenant que GPT-5 est sorti et donc là, on a eu le temps de le tester un peu plus en profondeur et donc aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu tous les tests qu'on a pu faire. Mais avant ça, toi de ton côté, Juzar, du coup, tu as pu un petit peu te servir de GPT-5. C'est quoi un petit peu tes retours pour l'instant ? Ouais, c'est effectivement, donc ça fait 2 semaines, j'ai pu le tester un petit peu. Moi, je trouve que par rapport au test, c'est vrai on ressent qu'il est un peu plus synthétique, on le verra, mais ça peut choquer pas mal de personnes parce que on avait l'habitude quand même d'avoir un GPT qui nous répond, on va dire, de manière assez dense, enfin de manière assez pas concise, on va dire. Et maintenant, c'est vrai qu'on a plus d'informations, on sent qu'il va chercher l'information un peu plus loin, mais du coup, c'est un peu dense et quand il essaye d'être synthétique, ça devient un peu difficile à lire. Et au niveau du code, j'ai fait quelques tests. C'est encore un petit peu en dessous d'autres modèles, on pourra le voir ensemble, mais c'est ça à peu près mes premiers retours. Ouais, et effectivement, hein, c'est justement ce qu'on va pouvoir voir. Du coup, on a préparé des petites choses, donc je vais tout de suite partager mon écran, comme ça on peut regarder tout ça ensemble. Hop là. Alors, donc, la première chose, moi, que j'ai voulu tester, c'était justement de voir un petit peu ce qui se passait au niveau de tous les prompts et justement de l'optimisation des prompts qu'on pouvait faire avec ce nouveau modèle GPT-5. Donc, la différence de ce modèle-là, hein, c'est que maintenant, on arrive sur GPT-5 et on n'a pas à choisir justement quel modèle on va choisir. C'est GPT-5 lui-même qui est censé du coup choisir le meilleur modèle par rapport à la question qu'on lui a posée. Et justement, au tout début du lancement, il y a eu un souci avec le sélecteur qui permet de savoir si justement GPT-5 doit un peu réfléchir, beaucoup réfléchir. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas super bien fonctionné la première journée. Mais depuis, ce problème a été réparé. Et donc, maintenant, quand on lui pose une question, donc là, par exemple, je lui ai dit de créer un site web complet et professionnel pour une marque innovante de planches de surf électriques. Tu dois concevoir une identité visuelle complète de A à Z, développer une expérience web immersive. Donc, c'est quelque chose qui était plutôt simple au niveau du prompt. Et donc, on va voir après ce qu'on a pu faire avec des prompts optimisés. Mais pour vous donner une idée de ce qu'il a pu faire, il a quand même réfléchi pendant 24 secondes, hein, donc il n'a pas tout de suite répondu. Et voilà un petit peu ce qu'il nous a fait. Donc, on peut voir un petit peu les planches de surf qu'il a pu nous créer. Donc, c'est pas incroyable, mais voilà, on peut sélectionner la couleur. Il nous a fait des petits onglets différents, voilà, avec un petit onglet technologie, une page de contact à la fin. Donc, bon, pourquoi pas. Et je vous montrerai un petit peu après ce qu'on faisait avec les anciens modèles. Vous allez voir que c'est pas forcément... GPT-5 là-dessus, il y a quand même une vraie évolution. Derrière, j'ai voulu faire exactement le même test, mais avec un outil qu'on vous montrera juste un peu après, qui est un outil qui a été fourni par OpenAI pour optimiser vos prompts. Donc, vous lui donnez votre prompt, et derrière, cet outil, il va justement vous l'optimiser en fonction du modèle aussi que vous voulez utiliser. Hein, donc, il peut le faire pour GPT-5, pour GPT 4.1. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des prompts justement un peu améliorés. Et donc, avec ce prompt optimisé, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, le modèle a réfléchi un peu plus longtemps. Ça pousse le modèle à réfléchir un peu plus. Donc, ça peut des fois nous faire des meilleurs résultats. Et là, quand on exécute un petit peu le code, il nous a fait quelque chose d'un peu plus dynamique. Hein. Donc là, il a essayé de nous tenter quelque chose avec des vagues. Et voilà, sinon, il nous a fait quand même un site complet, même si là, on n'a pas directement les planches. Mais on voit quand même qu'au niveau des animations, il y a un peu plus de choses que sur le prompt qu'on avait fait, qui était un peu plus classique. Hein. Donc, on voit quand même une plutôt bonne évolution sur ce genre de choses-là. Et ensuite, le dernier test que j'ai voulu faire, c'était toujours avec un prompt similaire. Mais cette fois-ci, le prompt, je l'ai optimisé avec Claude. Donc Claude, hein, dans mon expérience, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que c'est l'une des meilleures IA pour créer des prompts. Et à chaque fois, j'arrive à avoir... Ouais, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que même souvent, quand je vais optimiser un prompt, je vais aussi sur Claude pour l'optimiser. Ensuite, je reviens sur ChatGPT parce que c'est vrai qu'il est très bon pour ça. C'est ça, ouais, exactement. Et donc là, il nous a fait sa petite réponse et on va pouvoir voir que là, il nous a carrément fait un fichier zip. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a pu séparer les différents fichiers
avec le code HTML, le CSS, le JavaScript, etc. Ça, c'est quelque chose qu'avant GPT ne faisait pas du tout, hein. Il était juste capable de nous faire une seule page ou même juste du code. Donc ça, c'est l'avantage. Par contre, petit défaut, là, on ne peut pas directement l'exécuter dans ChatGPT. Donc on est obligé d'aller télécharger l'archive et d'ouvrir ensuite le site. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le site qu'il a pu nous faire. Donc un site aussi hein, qui est assez sympathique, mais au final, bon, pas forcément meilleur hein, que les résultats qu'on avait avec les autres versions et l'optimisateur de ChatGPT. Donc au final, hein, peut-être qu'on se retrouve à avoir un meilleur résultat quand même en utilisant l'optimisateur dédié de OpenAI plutôt que de passer par Claude pour optimiser un petit peu nos prompts. Et j'ai quand même voulu tester GPT-5 Pro, hein, parce que voilà, c'est quand même le modèle super cher, en plus auquel on a accès qu'uniquement avec le compte pro à $200 par mois, sur la même chose. Et donc pareil, là, GPT Pro, même avec le prompt simple, il m'a fait tout de suite un fichier zip avec tous les différents fichiers à l'intérieur. Et voilà un petit peu à quoi le site ressemble. Donc il nous a fait quelque chose où je crois qu'on peut sélectionner à la fin le type de planche. Il nous a fait une FAQ. Non, c'était pas sur celui-ci. Sur le design, honnêtement, c'est pas incroyable, hein. Donc voilà, comme quoi des fois, on peut même avoir des meilleurs résultats avec GPT-5 hein, qu'avec GPT-5 Pro. Il nous a quand même nous fait un petit sélectionneur ici. Où on peut choisir quelques petites infos supplémentaires. Par contre, si on fait un ajouter à la liste d'envie, ça ne marche pas. Donc c'est pas incroyable, mais il nous a quand même fait un petit thème blanc ou noir, donc ça c'est plutôt sympa. Donc des fonctionnalités un peu plus supplémentaires, mais honnêtement, je trouve que le résultat il n'est pas incroyable. Et pour faire une comparaison un petit peu intéressante, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait tester la même chose, mais cette fois-ci sur les anciens modèles d'OpenAI. Donc on a testé le même prompt, celui qui était optimisé par Claude, avec le modèle O3, pour se rendre compte. Et honnêtement, là on voit qu'il y a quand même eu un vrai progrès entre O3 et GPT-5. Donc on a beau trouver des défauts à GPT-5, finalement quand on le compare à d'anciens modèles, en tout cas sur ce cas précis, je trouve que les anciens modèles ne faisaient pas quelque chose d'incroyable. En plus, les liens ne marchent pas sur la page, donc c'était pas forcément quelque chose finalement de super fonctionnel. Et on a fait le test avec GPT 4.1, qui est connu comme étant le meilleur modèle pour faire du code, hein. Donc la même chose avec un prompt qui a été optimisé avec Claude, donc l'ancienne technique, hein, qui était la technique qui marchait le mieux. Et il nous a fait quelque chose qui est fonctionnel aussi, mais qui honnêtement, je trouve, n'est pas forcément le meilleur résultat. Moi, je trouve qu'au final, le meilleur résultat qu'on a eu là sur ce test-là, c'était le deuxième hein, avec GPT-5. Donc celui-ci, je trouve qu'il était quand même vraiment pas mal, avec les petites animations, etc. Donc tout ça pour dire que finalement, il y a quand même une vraie évolution de GPT-5, mais je pense qu'il y a pas mal de déçus, parce que quand on compare à la concurrence, et c'est là où on voit vraiment la différence, et quand on compare notamment au dernier modèle de Claude, pour essayer de faire un vrai comparatif jusqu'au bout, on l'a comparé avec exactement le même prompt sur Claude, et là c'est la version 4.1 opus de Claude, donc le dernier modèle de Claude, et tout de suite le résultat, je trouve, sur Claude est bien plus impressionnant. Il nous a fait des petites animations en 3D, donc là-dessus, rien à voir. Les animations sont top, les liens qui sont proposés fonctionnent, donc on peut les ouvrir même sur un onglet dédié, puisque Claude nous permet de tester les applications directement et de les partager maintenant avec la fonctionnalité d'artefact. Bon, là, il n'a pas voulu me l'afficher. Mais voilà, on a quelque chose, je trouve, qui est bien plus abouti. En tout cas, donc pour l'instant, Claude, sur la partie développement web, semble être encore l'IA qui est la plus puissante aujourd'hui. Et donc, du coup, on a le fameux optimisateur de prompt. Et là, je vais te laisser peut-être Djouzar nous présenter à quoi il sert et comment il marche. Ça se passera du côté du Playground. Donc, si vous ne savez pas, le Playground, c'est l'espace un petit peu développeur. Vous avez juste besoin de mettre quelques crédits, donc rajouter un petit peu d'argent. Mais après, en fait, vous pouvez utiliser directement les derniers modèles via les API, mais également certaines fonctionnalités. Faut savoir que l'optimisateur existait déjà sur le Playground, mais il était vraiment caché. Là, ils l'ont rendu beaucoup plus accessible parce qu'en allant dans le chat, dans Créer, là, il y a la possibilité, donc là c'est le comparateur de modèles. Mais si on va donc c'était, je crois, normalement il était affiché en haut. On va réessayer. Est-ce qu'il est... Tac, je vais peut-être... Voilà, il fallait juste que je supprime. Et donc là, dès qu'on commence à écrire, par exemple, rédige-moi
un article sur GPT-5. Et donc là, on peut voir la petite rubrique à ce niveau-là, Optimize. Et donc quand je clique dessus, ça m'ouvre une interface. Et donc là, je peux lui envoyer Optimize. Et donc là, ça va m'optimiser ce prompt. Et donc l'avantage, c'est vraiment que ça va optimiser normalement le prompt pour le modèle GPT-5. Parce qu'on a utilisé le modèle GPT-5. On aurait pu aussi l'optimiser pour différents modèles, donc 4.1 et O3. Et donc dans les tests qu'on a fait, c'est vrai que ça marche assez bien. En fait, ça va déconstruire le prompt, ça va le mettre en format Markdown, donc essayer de le structurer avec différentes sections. Et donc généralement, ça ira un petit peu plus loin que ce qu'on a écrit au début. Dans tes tests, c'était à peu près la même chose, Dimitri ? Ouais, et d'ailleurs, je peux te montrer un autre test que j'avais fait. J'ai voulu tester sur un compte gratuit parce que forcément, là, nous, on le teste avec des comptes payants, mais histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus réaliste par rapport à peut-être l'usage pour les utilisateurs gratuits que vous aurez. Je lui ai demandé quelles sont les actualités des 10 derniers jours en matière d'IA, donc sans aucune optimisation du prompt. Il m'a fait une réponse qui est correcte, mais je trouve qu'il reprend un peu le style habituel qu'on peut voir, assez complet du modèle sans réflexion, et il a répondu assez rapidement. Il n'y a pas eu vraiment d'attente et de réflexion derrière. Et par contre, je lui ai demandé la même question, mais cette fois-ci en utilisant une petite optimisation pour le prompt, si elle veut bien charger. Donc qu'on vous redonnera en description, mais qui permet, c'est quelques petites lignes qui permettent au modèle de bien lui faire comprendre qu'il doit passer plus de temps à réfléchir. Et là, il a réfléchi pendant 3 minutes, et il nous a fait, je trouve, une réponse qui est du coup plus complète, en tout cas avec bien plus d'informations, mais on voit tout de suite aussi que c'est le modèle de réflexion qui est intervenu, parce que le modèle de réflexion, il a un peu, je trouve, un défaut, c'est qu'il a tendance à donner beaucoup d'informations et à essayer de les synthétiser à un maximum. Et donc des fois, sur la façon dont il écrit, il y a un effet un peu prise de notes. Là, par exemple, il va nous dire qu'il y a des marques de cellules souches, et il nous fait iPSC environ 50 fois plus vite et moins cher. Enfin, ça nous fait on a vraiment l'impression de lire de la prise de notes et de ne pas avoir quelque chose d'assez compréhensible et d'assez lisible. Et je pense que ça fait aussi partie des choses que les personnes n'ont vraiment pas appréciées avec la sortie de GPT-5. C'est que contrairement au modèle O3 qui était un peu plus verbeux, là on a un modèle qui a tendance à vouloir synthétiser beaucoup d'informations en très peu de lignes, et ça a tendance à, je trouve, rendre ses réponses aussi des fois un peu moins lisibles. Et on peut s'en rendre compte aussi quand on passe justement sur le lien qui est celui-ci, qui nous a été proposé par OpenAI et qui nous permet de voir justement les différents progrès des différents modèles de GPT. Et ils ont fait du coup un comparateur. On peut voir avec la même question quel est le rendu pour GPT-1, GPT-2, pour GPT-4 et GPT-5. Donc ça nous permet de voir un petit peu comment le modèle a évolué. Et on voit typiquement sur cette question-là qui est en fait est-ce qu'on peut manger de la nourriture qui n'a pas été cuite, et où on voit que typiquement GPT-5 nous fait une réponse où il nous donne là par exemple le type de bactérie qui peut poser problème avec le nom de code de la bactérie avec énormément de détails, là où GPT-4 nous faisait une réponse beaucoup plus simple et beaucoup plus simple à lire en fait, avec moins de détails, mais qui était aussi beaucoup plus lisible. Et donc ça aussi, je trouve que c'est l'une des grosses différences que j'ai remarquées. Je sais pas, toi, ce que tu en penses de ton côté, Djouzar. Ouais, j'ai eu la même remarque. C'est vrai que moi, j'envoie souvent aussi une newsletter le week-end, et donc je rédige ça avec ChatGPT. Et c'est vrai qu'avant, je trouvais que les paragraphes étaient beaucoup plus verbeux, plus naturels. Et là, en fait, on est obligé de lui préciser d'être naturel, etc., pour qu'il le soit. Donc, si on lui précise, si on met ça dans le contexte, ça marche très bien. Mais de base, c'est vrai qu'il est beaucoup plus synthétique, et parfois, ça peut être bien si on veut juste beaucoup d'informations de manière dense, mais la plupart du temps, on veut quand même avoir soit des phrases pour expliquer, ou soit pouvoir creuser un petit peu des sujets. Donc, c'est vrai que ça peut être un moins, et ça s'est ressenti aussi dans la communauté. C'est vrai que je pense qu'il y a une nouvelle façon d'interagir avec GPT-5. Il faut juste comprendre un petit peu comment il fonctionne, et rajouter peut-être des mots-clés ou des choses comme ça dans les prompts pour qu'il puisse répondre de la manière qu'on souhaite. Mais c'est vrai que de base, il sera sûrement un peu trop synthétique et un peu trop dense pour la plupart des utilisateurs.
Mais ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment ça l'un des gros sujets, c'est que GPT-5, il faut vraiment lui donner un peu plus d'informations, d'instructions sur est-ce qu'il doit réfléchir un peu ou pas, est-ce qu'il doit vous faire une réponse courte ou pas, et voilà, quel style de réponse il doit respecter. Et là où GPT-4 avait tendance à faire peut-être un peu plus d'interprétation de ce que vous lui demandiez et à avoir une façon assez standardisée de répondre, GPT-5 peut vraiment faire des réponses très 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 différentes en fonction du prompt. Donc il respecte un peu plus au final les instructions qu'on lui demande. Donc voilà, c'est important aussi de toujours réussir à faire des questions qui sont bien adaptées. Et là, c'est un autre exemple que je trouvais intéressant qu'ils nous ont donné sur la progression de GPT, des différents GPT, où là, on lui demandait d'écrire un morceau de code en Python qui était maudit. Donc c'est plutôt voilà, sous la forme d'une blague, hein. Et GPT-4, lui, du coup, ne répond pas, parce que tout de suite, il se dit que voilà, c'est quelque chose qui a un but de nuire et il ne comprend pas un peu le côté humoristique qu'il y a derrière. Alors que GPT-5, lui, il a vraiment écrit tout un bout de code. Et en gros, dans le bout de code, il va s'amuser à remplacer la valeur de pi, par exemple, sur une fonction de mathématiques. Il va s'amuser à changer le système d'addition en un système de multiplication. Il va s'amuser à faire des réponses où il va répondre 42 à des questions où il devrait répondre autre chose. Enfin voilà, il a créé en fait un petit morceau de code humoristique en Python qui fait que du coup le code ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et donc il a un peu compris le côté humoristique qu'il y avait derrière tout ça. Et ça, voilà, c'est quelque chose que GPT-4 ne faisait pas si on lui demandait directement. Après, si on lui aurait demandé précisément, je pense qu'on aurait pu réussir à faire quelque chose de similaire avec GPT-4. Mais en tout cas, ça montre un petit peu ce que GPT-5 est capable de faire par rapport du coup aux anciens modèles. Et c'est vrai qu'ils avaient communiqué. Ils avaient communiqué sur le fait que le GPT-5 sera plus explicatif, c'est-à-dire s'il y a une requête ou quoi qui ne peut pas pour laquelle il ne peut pas répondre pour des questions de sécurité ou quoi, il vous expliquera pourquoi. Et là c'est vrai que cet exemple nous montre aussi que voilà, il a compris que c'était de l'humour, il a compris que c'était pas au sens littéral du terme, donc il a pu répondre. Et donc ça, c'est aussi une amélioration, je pense, qui est assez remarquable et qui va dans la bonne direction. C'est ça, ouais. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que c'est un peu passé inaperçu, mais OpenAI a rajouté un système de Bitbot, donc dans l'interface de ChatGPT, vous pouvez lui demander de vous faire un petit peu un instrument en fait. Alors c'est uniquement la batterie pour l'instant, mais voilà, si vous lui demandez par exemple utilise Bitbot pour faire un beat qui célèbre la sortie de GPT-5, il va pouvoir vous faire une petite animation avec une petite musique. Donc je suis pas sûr que vous l'entendrez, mais au pire je vous la rajouterai après au montage. Mais ça vous permet de faire des petits rythmes que vous pouvez aussi modifier. Donc c'est des petites choses amusantes. Mais on voit que je pense que OpenAI, ils essaient toujours d'avoir un côté produit assez intéressant. On peut tout de suite faire créer des choses à l'IA et avoir un peu une interface assez simple de compréhension. Et voilà, ils ont du coup rajouté ce petit artefact en plus. Donc on verra s'ils rajouteront d'autres fonctionnalités de ce type-là, d'autres modules où on pourra peut-être demander à ChatGPT de faire directement des choses et où du coup le modèle aura accès à des petites fonctionnalités supplémentaires comme celle-ci. Alors du coup, toi de ton côté, Juzar, tu as essayé le comparateur justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, absolument. Donc là, je vais partager. Donc le principe du comparateur, c'est juste de pouvoir sélectionner différents modèles. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, il y a tous les modèles qui sont disponibles, même ceux qu'on ne voit pas. Donc ça peut être des modèles via API. Et donc là, par exemple, on peut sélectionner GPT-5 d'un côté et on peut sélectionner peut-être un petit GPT-4 ou les anciens modèles qui ne sont plus disponibles. Par exemple, on va faire un 4O mini. Et donc dès qu'on va écrire un prompt à ce niveau-là, rédige un prompt optimisé pour GPT-5. Bon, très évasif. Mais donc, on peut voir qu'il va rédiger dans les deux modèles. Alors là, je sais pas, il a désélectionné le 4 que j'avais mis, le 5 que j'ai mis ici. Il faudra peut-être que je le resélectionne. Hop. Ah oui, c'est parce que j'avais mis sync à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. Donc, il faudra juste préciser d'enlever sync. Et sinon, ça peut être intéressant aussi de lancer 2 requêtes avec le même modèle. En fait, ça permet de voir un petit peu les différences. Parce qu'il faut savoir que même avec le même prompt, on aura pas mal de variances, de variabilité par rapport aux 2 résultats. Et donc là, je pourrais reprendre un O1. Et donc là, si je relance le même prompt, et donc là, si je lance, ça va bien comparer avec les deux modèles.
Donc ça peut être intéressant juste pour voir un petit peu les différences, peut-être avant aussi d'utiliser des API pour des personnes qui utilisent la partie développeur, voir un petit peu la qualité des réponses avant de pouvoir utiliser un API par rapport à l'autre. Tu sais si ça utilise des crédits ou pas du tout? Ouais, ça utilise des crédits, donc c'est les crédits que on rajoute sur l'interface. Je crois que c'est dans les profils, ça doit être dans cette partie-là, et voilà. Moi, il me reste 8. J'avais dû mettre 15 ou $20 il y a quelques temps. Au final, ça utilise pas énormément de crédits, parce que voilà, moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise ça, et ça utilise vraiment pas beaucoup de crédits, mais oui, ça utilise. Ok, ouais, c'est vrai que ça peut être vraiment très utile, surtout quand on a besoin de savoir exactement comment les modèles vont se comporter. Et je pense que pour l'implémentation, par exemple, dans un agent, dans du N8N ou autre, on a vraiment besoin de savoir où est-ce que le modèle nous emmène. Et tu nous avais dit aussi que tu avais une petite actu intéressante sur la suite des choses pour OpenAI. C'est ça. Il y a Sam Altman qui a récemment partagé un petit teasing sur GPT-6. En fait, il a dit qu'il travaillait déjà du coup sur GPT-6, qu'il y aurait normalement la mémoire qui serait augmentée. La mémoire augmentée, ça permet principalement d'avoir une expérience beaucoup plus personnalisée. Donc chacun aura un petit peu son chat GPT qui prendra en compte tout le contexte qu'on a eu, toutes les discussions qu'on a eues. On peut voir aussi que Claude et d'autres modèles ont présenté des fonctionnalités un petit peu similaires, avec le fait de pouvoir déjà chercher des conversations précédentes. Mais c'est ce qu'il annonce. Et il annonce également que le temps entre le GPT-6 et le temps qu'il y a eu entre GPT-4 et GPT-5 sera beaucoup plus court. Donc on peut espérer avoir un GPT-6 dans les prochains mois, ou on va dire jusqu'à milieu d'année prochaine. Ok, donc on verra. Après, c'est vrai que Sam Altman, il est toujours bon pour nous faire du teasing et faire un petit peu monter la sauce. Des fois un petit peu à tort, parce que au final, pour GPT-5, il y a eu pas mal de déçus. Mais voilà, on peut voir un petit peu avec ce qu'on a vu aujourd'hui que finalement, GPT-5, il est quand même assez performant quand on le compare aux anciens modèles. C'est juste que c'est pas la révolution qui avait été un petit peu annoncée. Claude est toujours un très très gros concurrent de GPT-5, et c'est pas le seul. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai comparé 10 grands langages de modèles qui sont des alternatives justement à ChatGPT-5, qui sont tous aussi accessibles gratuitement, et ça nous permet de voir que la concurrence est encore très très rude, et que OpenAI, c'est pas forcément les meilleurs, et qu'il y a encore d'énormes concurrents qui sont très très bons sur plein de domaines différents et variés. En tout cas, Jouzar, merci beaucoup d'avoir pu participer à cette vidéo, d'avoir pu faire le retour. Si ça vous intéresse qu'on refasse aussi des vidéos ensemble, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. On pourra se refaire des petits épisodes croisés comme ça, peut-être à la sortie de, je sais pas moi, Claude 5 ou des prochains modèles qui arriveront, Gemini, peut-être Gemini 3 ou autre. On aura de toute façon plein d'actualités qui vont arriver encore jusqu'à la fin de l'année. L'IA ne s'arrête jamais d'innover. Et voilà, je sais pas si tu as un petit mot pour conclure de ton côté, Jouzar. Non, merci pour l'invitation, et ouais, avec plaisir de pouvoir faire des vidéos ensemble. Super. On vous retrouve tous du coup prochainement, la semaine prochaine, et n'hésitez pas à aller suivre ce que fait Jouzar sur sa chaîne. D'ici là, je vous dis de prendre soin de vous, et à la prochaine. Ciao.